Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver cette semaine. Semaine plutôt agitée, je dirais, pour pallier aux 4 dernières semaines qui étaient plutôt calmes. J'aurais dit chaotique. Non, mais Julien, c'est une drama queen en fait. Non, ça va. Ça va. Exagère pas non plus, tu aidais pas là. On commence avec les boom anecdotes de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben justement, la raison qui fait dont qu'on est là. Tu n'étais pas là. Et tu veux parler de ça d'abord? Ah oui, directement. Ah ok. J'avais parlé de Trump, mais... Ouais, on en parlera juste après, ça fera la transition. Non, cette semaine, on a une vraie boom anecdote pour une fois qui, je l'espère, va vous faire sourire. Ou en tout cas, qui va faire naître des émotions parce que, en fait, on a des rendez-vous. Donc, pareil, ça, j'ai l'impression que ça fait 1 an et demi qu'on a le podcast, ça fait 1 an et demi qu'on parle de cette histoire parce que cette histoire ne se termine jamais. Notre fameuse façade de local commercial dans une petite ville pas loin de chez nous où j'avais rendez-vous cette semaine avec une équipe d'Avengers de la mairie locale. Faut décrire les personnages. Alors, vous aviez la responsable de l'urbanisme de la mairie. Oui, que j'ai rencontré la semaine d'avant. Je pense que je l'avais dit dans l'épisode qui est sorti pour vous. Dernière. La semaine dernière, si t'en avais parlé. Mais voilà, il y avait cette dame-là, il y avait son assistant qui n'a quasiment pas lâché un mot de la matinée, parce que j'ai passé quasiment 1h30 avec eux. Il y avait ensuite l'architecte des bâtiments de France, qui était un peu le boss final du jeu, ou la plus désagréable des 4, vous le définissez comme vous voulez. C'est Bowser dans Mario 4. Dans Mario, c'est... Et la dernière personne qui finalement était la plus sympathique de leur équipe, qui était la dame en charge des normes PMR, donc personnes à mobilité réduite de la ville. Et j'avais rendez-vous avec cette équipe pour tout simplement constater notre façade et enfin avoir notre attestation de conformité des travaux. Il faut dire que on n'a pas eu de chance face à cette équipe de choc. Ça a fait un 1v4 parce que en fait notre artisan lui a un petit souci perso et en fait il a vraiment pas pu être là et l'élu qui était de notre côté, enfin qu'on avait rencontré cet été, qui est normalement de notre côté aussi, était pas dispo ce jour-là. Donc au final, on a même hésité à la fin à annuler. Au final, tu y es quand même allé. À la base, ce qui était prévu, c'était un 4 vs 4 match à bord par équipe. Et au final, j'étais 1v4 et franchement, ça a été sport. Ouais. Ça a été sport. Franchement, je me suis pas laissé faire. Je pense que cordial, c'était pas le mot. Non, franchement, on était à 2 doigts de s'insulter à plusieurs moments. Non, franchement, ça a été très tendu. Tout simplement parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont pas nets dans leur histoire, parce que ils ont beau être une mairie et penser qu'ils peuvent exiger tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, nous, on avait quand même un chargé de projet qui nous accompagnait, qu'on a rencontré à toutes les étapes de la procédure, y compris au moment de l'autorisation, puis du démarrage du chantier, sachant que dans tous les pays du monde, il y a sans doute des auditeurs dans le podcast qui ont dû déjà avoir des déclarations préalables de travaux ou des permis de construire, mais normalement, la mairie vous donne votre autorisation et puis vous les voyez plus jamais, quoi. En fait, normalement une mairie, elle a un plan local d'urbanisme. Est-ce que vos travaux y répondent? Oui, non. Voilà votre autorisation. Débrouillez-vous. Et voilà. À part si vous deviez faire une maison couleur beige et vous la faites en rose, rose pétant, normalement la mairie est pas censée dire quoi que ce soit. Vous avez dit que vous étiez une maison en R+1 et que vous faites un R+7, mais sinon vous n'êtes pas censé avoir des soucis de les revoir comme ça. Et sauf que dans cette ville-là, ils sont ultra intrusifs, donc forcément, il faut absolument être convoqué au début, suivre le chantier, repasser. On aurait su, on l'aurait fait, je pense. Le truc, c'est que on savait absolument pas que c'était une mairie de nazis, en fait, clairement. Donc, le nazi de l'urbanisme, j'entends. On savait pas qu'ils étaient aussi fous. En fait, le jour où on a compris qu'ils étaient fous, c'est quand ils ont débarqué sur un chantier à 2 pas de là, avec la gendarmerie et tout le tralala. Là, on a compris qu'on avait affaire
à des zinzins. Et en fait, depuis, du coup, on les a un peu, enfin, ils nous ont un peu dans le collimateur. Et alors, on vous racontera du coup, là où nous on considère qu'on a fait des erreurs, mais clairement du coup, Julien il y était pour trouver des solutions. Et en fait, on se rend compte que ces gens-là, ils veulent pas trouver de solutions. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est qu'encore une fois, si je décrivais ce scénario en mode on a fait des travaux illégaux, n'importe qui me dirait voilà, t'as joué, t'as perdu, on n'a pas le droit de faire des travaux sans demander à la mairie. On a l'autorisation de la mairie. Du coup, on avait un chargé de projet qui est venu au moment de l'ouverture du chantier. On a bien défini tous les éléments essentiels, les dimensions des menuiseries, la couleur de la peinture, le type d'enduit de façade. Enfin, tous ces points-là ont vraiment été vus en amont. Et c'est ça que je reprochais particulièrement aux personnes d'hier, c'est qu'elles ont eu le culot de me dire oui mais vous avez pas de preuve de ce que vous a dit la personne qui est partie. Si en fait. En fait j'ai 4 témoins et en fait si vous voulez c'est pas une cour d'assises, c'est simplement que je fais des travaux tels que la mairie me le dit et après il m'envoie une autre équipe qui me dit ah mais non finalement ça correspond pas à ce qu'on voulait. Et le problème c'est que par exemple un exemple tout bête, la personne qui était peut-être la plus sympa des 4, qui était la personne en charge des normes PMR, elle a pas compris donc elle elle nous a reproché qu'en fait effectivement il y avait une espèce de marche que apparemment il nous avait demandé de casser mais dont on n'était pas au courant et on l'a su que plus tard, une fois que les menuiseries étaient posées, que tous les travaux étaient faits, qu'en fait si on devait le faire on devait changer des menuiseries qui coûtent 8000 balles l'unité. Donc très compliqué là-dessus. Et cette personne-là m'a reproché, m'a dit mais pourquoi vous êtes jamais venu me voir? Et moi c'est ce que je lui ai dit, mais écoutez, j'ai vu votre collègue, comment je sais que vous existez? En fait, c'est ça aussi, moi, me l'avait redit, elle me dit, oui, vous avez jamais pris contact avec nous, mais je dis, mais vous avez, je veux dire, j'avais un interlocuteur à la mairie, c'est vous qui vous êtes pas manifesté, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous êtes la responsable, dites-le nous, en fait. Nous, on a quelqu'un qui gère et qui nous dit que tout va bien, je veux dire, non. Mais c'est ça. On va pas aller chercher des problèmes, alors qu'on a déjà assez, quoi. Mais exactement, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a quelqu'un de la mairie qui nous dit, je représente la mairie, voici ce que vous devez faire pour vos travaux. Il se trouve qu'à mon avis, cette personne-là, je pense on est peut-être pas les seuls, J'ai pas réussi à creuser, j'ai essayé de grappiller de l'information, je n'en ai pas eu là-dessus. Mais je pense que la personne qu'on a eue a fait des conneries. Ouais, je pense aussi, et en partie responsable de la galère dans laquelle on est. Le problème, encore une fois, c'est que cette personne représente la mairie. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui les a le plus calmés à un moment donné, c'est que je leur ai dit que ça allait finir au tribunal, cette histoire, et là, ils se sont un petit peu calmés, parce qu'en fait, ils savent que l'un dans l'autre, on a raison, en fait. On n'a pas raison sur la finalité des travaux, dans le sens que je suis d'accord qu'il y a des choses qu'on doit corriger, mais le fait qu'il nous ait envoyé quelqu'un qui nous a induit en erreur sur pas mal de points, ça, c'est de leur responsabilité, quoi. Ouais, en fait, c'est toujours comme ça, en fait, c'est que il y a pas un méchant et un gentil. Moi, je reconnais qu'on a nos torts. Nos torts, par exemple, c'est d'avoir laissé l'ADP à un architecte qu'on n'a pas engagé. Ça, c'était notre tort. C'est un des problèmes initiaux. De pas avoir regardé les trucs où il avait mis en police 3 en bas du dessin pour les normes PMR, surtout qu'on n'a pas du tout on n'avait pas du tout compris ça. Et là aussi moyennement au courant, mais en fait, si on avait su qu'ils étaient aussi chiants, on aurait dès le début, on les aurait fait venir, pris en note tout ce qu'ils voulaient, etc. Et là, du coup, j'ai une giganote dans mon téléphone. De tout ce qu'on doit modifier. De tout ce qu'on doit modifier. Et le truc, c'est que Julien leur dit, ouais, vous préférez ça, ou ça. Et en fait, ils disent, ah, mais je sais pas. Alors Julien, il dit, bah si, décidez-vous. Ah oui, non, mais moi, à un moment donné, j'ai perdu patience. Parce que pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu abstrait ce qu'on explique, mais pour vous dire, grosso modo, donc, on a 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est une menuiserie où il y a une petite marche en bas et qui, d'un point de vue des règles de PMR et de l'accessibilité à un fauteuil roulant, n'est pas bon. Je vous avoue que moi, étant dans un centre historique avec des vieux bâtiments, pour moi, ça me paraît cohérent qu'en fait, on soit devant un cas de dérogation, parce que moi, ça me paraît cohérent qu'on casse pas les immeubles quand ils sont... En fait, si vous voulez, toute cette histoire vient du fait qu'ils essayent de sauvegarder le patrimoine, mais bizarrement, quand faut faire passer des fauteuils roulants, on peut tout péter. Non, mais en plus, donc ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre au début. Pour rebondir sur ça, ça vient de me monter. En plus, on loue une cave juste en dessous de ce local qui est à nous, du coup, à un locataire qui nous a rendu la cave parce que la copro a fait poser des étais dans notre cave qui est en train de s'effondrer. Donc en fait, je me dis, il y a vraiment aucun moyen qu'on pète les marches au-dessus du bâtiment, en fait. Très sincèrement, cette histoire, je ne le sais pas encore. Écoute, on le verra plus tard, mais ouais. Ça fait partie des sujets qu'on n'a pas résolus, mais bon, il y a celui-là, et que le problème, c'est que vous dites, simplement on casse une marche. Le problème, c'est qu'on a posé une menuiserie sur cette marche. Donc, si on casse la marche, on descend la menuiserie, on se retrouve avec un écart de 7 à 8 cm en haut.
auquel j'ai commencé à réfléchir à une solution pour le corriger. Mais bon, ça c'est le premier problème peut-être le plus grave. Le deuxième, c'est qu'après on a dû mettre une menuiserie sur le côté et qu'en fait, si vous voulez, il y avait l'ancienne menuiserie était insérée dans le mur. Ce qui fait que quand ils ont retiré l'ancienne menuiserie, ils ont laissé la ferraille, l'ancien rideau métallique, etc. Parce que l'artisan qui l'a fait m'a dit, si je retire tout, on va emmener un bout du mur avec. Et si on enlève un bout du mur, faut refaire passer un maçon, faut refaire du mortier, faut refaire en plus, vous savez, genre quand on refait un mur, il faut mettre un patron. Enfin, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de coûts. Refaire passer un façadier derrière pour corriger la façade et la refaire jolie. Refaire un soubassement à cette fameuse façade, enfin ça tout de suite des gros travaux. Donc moi le mec qui avait fait la menuiserie il m'a dit écoute, je te mets une menuiserie derrière celle-là et celle-là faudra avec la mairie ce qu'ils veulent en faire, mais en l'occurrence on peut pas l'enlever. Du coup moi j'ai dit si on peut pas l'enlever, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit vous pouvez faire un habillage bois. Et c'est vrai que je m'étais pas renseigné avant, mais quand vous regardez beaucoup de commerces dans les anciens centres-villes, vous en avez beaucoup qui ont des devantures en bois parce que le bois visuellement c'est accepté et ça permet de cacher beaucoup de choses, ça sert de cache-misère en gros. Et ça du coup c'est une des solutions qu'on a commencé à trouver avec eux. Et moi je leur ai dit très bien, qu'est-ce que vous voulez comme motif de bois et quelle couleur? Et c'est là où ils m'ont dit mais ça je sais pas. J'ai dit non, j'ai dit mais je vais être très clair avec vous, si je fais poser le moindre bout de bois sur cette façade et que derrière vous venez me dire que c'est pas la forme ou pas la couleur que vous voulez, ça va chier. Parce qu'à un moment donné vraiment là j'étais ils avaient atteint ma limite. J'arrivais à redescendre, ils ont dû me prendre pour un schizophrène. On disait c'est qui ce fou furieux, parce qu'il y a des moments où je montais dans les tours très fort. Et après, je me recalmais pour essayer de trouver des solutions et ils repartaient sur un autre sujet. Je me re-énervais derrière. Enfin, et ça a duré comme ça 1h30 quand même. Et en plus, j'avais des témoins parce que, pour déjà vous donner la couleur, j'avais peut-être dû commencer par ça, mais ils sont arrivés avec 3 quarts d'heure de retard. Du coup, moi derrière, j'avais justement un rendez-vous pour visiter la cave. Donc j'avais le mec qui me rendait la clé et le mec qui venait visiter, qui était du coup dans la rue à côté, qui regardait cette scène de l'extérieur et après il me regardait avec des yeux en me disant, qu'est-ce qui vous arrive avec la mairie, quoi. Donc voilà, je pense que je sais pas si on veut encore donner plus d'éléments ou de détails, ça peut-être pas spécialement d'utilité pour le récit. C'est qu'au final à la fin ils nous ont dit alors du coup la personne qui nous suivait est partie, elle a été remplacée par quelqu'un qui se confond avec tout ce qui est autour de lui, du coup il n'est pas ultra incisif. Oui. Et je pense qu'en fait il débute ou je sais pas, pourtant je pense qu'il a bien 50 plus quoi. Ouais, il est bien plus vieux que nous pourtant, mais c'est vrai qu'il a il a pas. Les seules fois où je l'ai accroché un mot, c'est quand je l'ai pris à partie pour différents points. D'ailleurs, ce mec n'est absolument inutile, il est incapable de répondre à la moindre question, et notamment la question centrale de toute cette histoire, c'est la subvention de nos travaux. J'allais y venir. C'est qu'en fait, nous, du coup, tout ça c'est fait parce que on peut avoir des subventions là-dessus à hauteur de 50% quand même, enfin, ce qui est pas négligeable. Et en fait, il a lâché qu'il savait même pas de quoi on parlait. J'étais là, quand tu m'as dit ça, j'étais, comment ça? Ah oui, c'est-à-dire que là, du coup, on en est au point qu'on doit même vérifier si l'ancien, du coup, le prédécesseur de ce gars-là, a bien fait ce qu'il fallait pour nos subventions. Et là, je suis très inquiet parce que s'ils nous disent qu'en fait, finalement, on n'est pas éligible parce que au niveau des papiers administratifs, ils ont pas fait ce qu'il fallait, et là, je ne mets plus un centime dans cette façade. Ouais, ils iront se faire voir. Ah ouais, non mais. Puis se mettre en procédure, on s'en fout. Ouais. Ça va durer des années, ça se trouve d'ici là on aura rendu, franchement. Donc voilà. C'était le grand moment de cette semaine. J'ai eu un moment de solitude quand même sur le moment, mais bon, écoutez, on a connu des pires scénarios dans la vie. On commence à les pratiquer depuis un moment, ces gens-là. Ouais, c'était mon petit Stalingrad de l'investissement immobilier. Je me suis senti un peu seul, mais bon, on a encerclé la 6e armée, quoi. Deuxième sujet, punaise, Donald Trump élu. Largement ouais, même. Alors tout le monde nous disait que ça allait être ultra serré et finalement le Donald il a pété les scores. Ouais, mais surtout que je suis étonnée par rapport au nombre de au final tu sais qu'il a fait le même nombre de voix qu'en 2020. C'est Kamala Harris qu'on a fait largement. Il en manque 14 millions chez les démocrates, on sait pas où ils sont passés. On sait pas où ils sont passés. Ils sont morts entre temps, je sais pas. Non, c'est peut-être les votes électroniques ou les morts, je ne sais pas. Moi ce que je trouve marrant c'est que vraiment tout le monde nous disait que ça allait être très serré. Par exemple même en Floride ils étaient donnés au coude à coude, au final il a 14 points d'avance. Enfin c'est quand même, ça veut dire que la Floride, alors je sais plus, ça doit faire quoi, 20 millions d'habitants la Floride, un truc comme ça. Enfin c'est pas comme quand on se trompe, genre s'il y a une commune pour les élections municipales en France où on se trompe, mais des fois on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de votes, ça peut se jouer, mais là 20 millions de personnes, je vois pas comment on peut se tromper sur un sondage quoi. Et du coup ça nous fait la transition pour l'épisode d'aujourd'hui, donc on va voir pourquoi est-ce que Trump agite un petit peu nos cours boursiers et pourquoi est-ce qu'il y a une grande riche.
Ouais, exactement. Peut-être pas aussi riche que lui, mais... Juste avant, on va peut-être faire une question d'abonné. C'est Déborah. Déborah nous écrit tout le temps. Toujours des questions. Ben, merci Déborah pour tes questions. Elle nous dit, je vais vous partager ma première grosse galère après 2 ans d'investissement. J'ai un locataire d'un meublé sur une ville qui est pas très loin de chez nous, qui a été incarcéré. Le compagnon a repris le logement. Il n'a pas son nom sur le bail. Il veut que je lui fasse un bail. Je viens de me rendre à l'appartement et là, catastrophe. Tout est pourri, encombré, sale. On dirait un appart de SDF. Et lui, c'est le même personnage. Je lui ai dit de nettoyer, que je repasserai la semaine prochaine. Mais c'est même pas envisageable que je loue à cette personne. J'imagine que le mieux pour moi est qu'il quitte l'appartement le logement à l'amiable, car il doit être considéré comme un squatter et que je l'ai dans le baba. Vous me confirmez? Alors c'est plus subtil que ça. Ouais, c'est plus subtil que ça, c'est assez compliqué, tout simplement parce que quand vous avez un locataire qui part en prison, il n'est pas pour autant, en fait, le bail ne s'arrête pas, c'est pas un motif de résiliation ou d'annulation du bail. En soi, le bail continue, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir quelqu'un en prison qui continue à vous payer le loyer et en fait, vous pouvez strictement rien faire, c'est pas un motif pour récupérer votre logement, surtout s'il continue à payer le loyer. Donc en fait, vous avez 2 cas, soit il est en prison et continue à payer le loyer, vous pouvez rien faire, sauf si vous arrivez par exemple, là je crois que c'est un bail meublé, donc éventuellement à la fin du bail meublé de ne pas le renouveler, mais en tout cas si on est en cours de bail, on peut pas s'en débarrasser. Maintenant en revanche, s'il est en prison et qu'il ne paye plus le loyer, là vous pouvez faire intervenir un huissier pour faire un constat d'abandon de logement par le locataire, parce que bon, vous savez qu'il est en prison, qu'il reviendra pas, mais il faut le faire constater par la loi qu'effectivement il est pas là, qu'il reviendra pas, donc c'est un peu gênant on va dire parce que ça vous demande d'aller voir un huissier, c'est un certain coût de dresser un constat, alors c'est pas non plus des milliers des cents, mais je pense que ça doit être 150 € de dresser un constat d'huissier, je crois que c'est ça, d'abandon je pense dans ces eaux là, et en plus vous perdez le temps du moment où l'huissier passe une fois et puis il doit repasser une autre fois pour bien vérifier qu'il n'est pas là, et à partir de là vous pouvez récupérer votre appartement. En plus, là, dans le cas présent, visiblement, il a mis son compagnon, quelqu'un de sa famille dans l'appartement. C'est pas un squatter, du coup. C'est un occupant à titre gratuit qui est hébergé par le locataire actuel de l'appartement. Donc, Déborah, elle peut rien faire contre cette personne-là qui est actuellement dans l'appartement, surtout si le mec en prison continue de payer le loyer. Et même si il ne paye plus le loyer, comme il y a quelqu'un dans l'appartement, quand l'huissier va passer pour constater l'abandon de logement, en fait, il constatera pas qu'il y a un squatteur, mais tout simplement qu'il y a quelqu'un de la famille du locataire, ou en tout cas un de ses proches, qui a le droit d'être là, parce que on a le droit de faire venir quelqu'un chez soi. Donc cette situation est assez gênante. Moi, je recommanderais d'essayer absolument de faire une sortie à l'amiable, quitte à par exemple pas faire payer le mois en cours, ou essayer de donner une petite carotte pour que la personne s'en aille, ou alors tout simplement laisser les choses en l'état, essayer de gagner du temps en disant à la nouvelle personne qu'on veut pas, juridiquement, on peut pas faire un bail à son nom, c'est compliqué, mon gestionnaire, mon avocat, trouver des excuses pour pas faire dégénérer la situation et gagner du temps, et attendre tout simplement la fin du bail pour ne pas le renouveler auprès du mec qui est en prison, parce que c'est toujours lui qui sera le bail s'est renouvelé il y a 1 mois et demi. Ah ouais, si ça. Donc là, ça va faire un peu long. Ouais, là, ça va faire un peu long, mais malheureusement, je vois pas. Juridiquement, je vois pas d'autres solutions. Après, il y a toujours les solutions un peu extrêmes, mais. Complot. On retire la hors légalité, on va dire, il y a toujours ces solutions-là, mais dans la légalité, non, il y aura pas d'autres alternatives que celles que j'ai énoncées. Je pense que le mieux, effectivement, c'est qu'elle lui demande de partir à l'amiable, comme tu dis, tu trouves un arrangement, tu laisses 1 mois de loyer ou je ne sais pas, et elle essaie de récupérer son appartement. Et après, pour la saleté, elle peut lui envoyer des recommandés. C'est tout. Oui. À un moment, il est chez lui, il fait comme il veut, donc oui. On voulait vous remercier pour votre soutien sur notre podcast. Le nombre d'écoutes et vos retours positifs nous permettent aujourd'hui de vous proposer une collaboration avec Jérôme Rubin du Bien Rentable, que vous avez déjà entendu sur ce podcast. Le Bien Rentable, qu'est-ce que c'est ? On nous pose souvent la question de comment trouver un bien rentable. Pas 1000 solutions, soit vous le cherchez vous-même et cela peut prendre un certain temps, soit vous faites appel à un spécialiste comme Jérôme en tant que chasseur immobilier. Avoir recours à Jérôme vous permet de trouver un bien rentable autour de 10% de rentabilité partout en France. Il vous trouve le bien, il vous chiffre le projet et vous accompagne tout au long de l'opération. Trouver son premier bien peut être stressant et source de nombreuses complications. Passer par Jérôme, c'est un gage de sérénité pour trouver son premier bien et réussir son opération immobilière dans les meilleures conditions. Jérôme est multi-investisseur aguerri et a déjà accompagné une centaine de clients dans l'acquisition d'un bien rentable. Si tu veux dès maintenant trouver un bien rentable, je t'invite à suivre le lien dans la description et à réserver un créneau pour ton appel gratuit. Ok. Pourquoi Trump va nous rendre amical ?
Vous l'avez peut-être vu dans le titre de l'épisode cette semaine, on parlait crypto. Parce que là, le Bitcoin, il a parce qu'on en avait plus trop parlé. Je crois que la dernière fois qu'on a parlé, bon, on en a parlé quelques fois dans les intros sur l'épisode, dans différents épisodes, mais je veux dire, on n'avait plus fait d'épisodes dédiés, je crois, depuis quasiment avant l'été, parce que ceux qui le suivent de manière un peu plus... on s'endormait un peu, quoi. Enfin, on s'endormait depuis le mois de mars où on stagnait, voire on diminuait un peu. On avait eu un été un peu rouge sur les cryptos. Donc, bien évidemment que les présidentielles aux États-Unis, ça allait driver un peu le marché et faire un catalyseur dans un sens ou dans l'autre. Alors, j'aurais pas dit que par exemple Kamala Harris aurait fait baisser le Bitcoin, non, mais elle avait dit quand même qu'elle était favorable. Mais et là, moins peut-être. Et les marchés veulent toujours le plus, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ce qui aussi joue en la faveur des cryptos par l'élection de Trump, c'est que Elon Musk est vachement impliqué dans la campagne. Alors, je suppose qu'il va avoir un poste, mais je sais pas trop si par rapport à sa nationalité il peut. Si, en fait, il peut, normalement, il aura le poste de secrétaire d'État aux économies gouvernementales, un truc comme ça en anglais, le nom de son de son portefeuille ministériel qu'il devrait avoir, ouais. Ouais, du coup, ça, je pense aussi, ça favorise vachement l'engouement crypto. Et là, le Bitcoin, du coup, il est à 75. Là, on est quasiment à 77. Tu vois, je les ai en temps réel sur le téléphone. Ouais, donc nous, on est le 8 novembre quand vous écouterez cet épisode parce que ça tombera peut-être à 100 000 d'ici ce qu'ils sortent. Donc en ce moment, on bat ATH sur ATH depuis quelques jours. Après, c'est un peu normal. Hein, dès qu'il y a eu l'annonce de la victoire de Trump, on était déjà sur pas loin des plus hauts, on va dire. Ouais. Et forcément, ça fait un puissant catalyseur qui devrait amorcer ce que tout le monde attend, qui est un petit peu la phase finale du bull run, du super climax run, voire de l'hyper climax run, où vous avez des grosses bougies vertes tous les jours avec des plus 30%. En gros, quand le marché devient complètement déconnant et que là vous commencez à vous dire c'est n'importe quoi, c'est pas possible que ça monte aussi vite, c'est un peu cette phase parabolique qu'on attend, et en général c'est souvent la plus profitable, celle où on a des grosses plus-values sur ces portefeuilles. C'est ça. Et ça on l'avait pas eu. On l'avait eu un petit peu en début d'année. C'est vrai qu'il était monté très fort entre, on va dire, octobre 2023 et février-mars 2024. Mais pendant 6 mois, on a stagné. Alors c'était sain qu'on stagne en soi, parce que ça voulait dire qu'en fait, les prix qu'on avait, ils étaient pas déconnants. Parce que si vous voulez, quand vous avez un marché avec un Bitcoin qui oscille entre, on va dire, 55 et 70 000 dollars pendant 6 mois, c'est-à-dire que le prix est bon. C'est-à-dire qu'en dessous de 55 000, vous avez beaucoup d'acheteurs, et que on n'était pas encore prêt pour avoir plus d'acheteurs au-dessus de 70 000. On avait plutôt des vendeurs qui apparaissaient à ce moment-là. Donc pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que c'est aussi le moment où ça devient intéressant d'avoir une vraie stratégie pour vendre. Parce qu'en gros, normalement, il faut savoir rentrer, mais il faut savoir sortir surtout. Tout à fait. Et puis si surtout vous aviez suivi un peu ce qu'on avait préconisé sur les cryptos dans ce podcast, on fait pas des conseils en investissement, mais on essaie de donner des petits tips, ou en tout cas de montrer comment nous on se débrouille là-dedans. Il y avait eu toute une phase où comment on faisait pour acheter au mieux, quelles étaient les stratégies, principalement le DCA, aller chercher les bougies rouges, essayer de voir un peu quand vous avez des phases de marché qui étaient un peu débiles à la baisse, c'est-à-dire que vous savez pas trop pourquoi d'un coup le Bitcoin il prenait moins 20% d'une semaine, c'est en général intéressant de recharger à ce moment-là. Enfin, il y avait différentes petites stratégies pour se constituer un portefeuille à des prix intéressants. Là, on va rentrer dans la dernière phase où c'est plus très intéressant d'acheter. Après, si vous avez vraiment un décès à long terme, vous pouvez le continuer. Mais si vous étiez dans une optique de surfer le cycle, comme nous on le fait, là, normalement, ça vaut plus le coup d'acheter. Par contre, ça vaut le coup de commencer à se poser la question de quand vendre, parce que ça peut arriver vite, du style d'ici... Ouais, parce que je me rappelle plutôt en 2021. Je me rappelle parce que du coup, je me rappelle justement du moment du climax où toi tu te disais putain, je sais pas si je sors maintenant ou pas, je sais pas ça va monter ou pas. Au final, ça va, t'étais pas trop mal sorti. Ouais, j'étais très proche des plus hauts. Mais t'es pas sorti au climax, je pense. T'étais sorti juste après. Ouais, je suis sorti un poil tard. Ouais. J'ai eu de la chance sur ma sortie, c'est-à-dire que par exemple, je crois donc sur le premier top du Bitcoin à 64 000 dollars en 2021, normalement, moi je pense que je le vends à 59, 58. Donc juste au moment où il tape et puis il redescend un petit peu, je pense que j'aurais dû, si j'avais été plus raisonné, on va dire, j'aurais dû commencer à vendre un petit peu avant. Ouais. Donc on va dire que fort de ces enseignements, je vais essayer de pas refaire la même bêtise cette année, sans savoir forcément jusqu'où ça va aller. Hein. Ça peut s'arrêter à 90 000 dollars, ça peut aller à 100 000, ça peut aller à 150 000, ça peut aller à 200 000. On sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire.
Et comment surtout? Oui, surtout qu'en plus notre portefeuille, on n'a pas du Bitcoin, on a de l'Ethereum, on a pas mal de crypto, on a pas mal de Ripple. Vous savez, on a toujours été. Non mais Julien, il est obstiné avec le Ripple. Ah mais le Ripple, il attend maintenant le 20 ça y est. janvier de pied ferme alors que. Ah, des Trump est élu, Gary Sandler, il devrait retourner FISA, tourner un job au Pôle emploi américain, donc ça devrait être vachement bon pour arrêter un peu tous ces procès qui nous pourrissent la vie depuis 2019 quoi. Déjà Pôle emploi, c'est France Travail. Oui, mais bon, c'est pour la blague, je pense que tout le monde raconte. Je sais même pas comment ça s'appelle aux États-Unis là. Je pense que ça existe pas. Si, il y a une agence parce que t'as quand même des mini allocations sur quelques mois et puis tu peux t'inscrire en tant que demandeur d'emploi, tu vois. Bon, revenons à nos cryptos. On va voir les différentes stratégies que on peut utiliser, je pense, pour sortir de manière intelligente du bull run. Et puis, vous me donnez un petit peu, nous, notre stratégie, un petit peu comment on va procéder. La première, je pense que moi, ça me paraît la plus évidente. Et justement, pas la plus risquée, la plus sécure, mais tu me diras ce que t'en penses, c'est le DCA, du coup. En fait, comme de la même manière que t'es entré, là, si on considère qu'on arrive sur la fin du bull run, même si on a envie de, profiter du climax, en fait, c'est bien de sortir par palier, tu vois. Oui, c'est ça. C'est en fait quand on vous avait parlé du DCA pour rentrer progressivement sur le marché, là on va faire la même stratégie. Enfin, on peut faire la même stratégie. C'est pas forcément ce que nous allons faire, mais c'est ce que vous pourriez faire. Sortir par palier, faire un DCA inversé à la vente, tout simplement, au fur et à mesure que l'hyperclimax run va avancer. Moi, là, il n'y a pas de question trop à se poser. Toi, par exemple, je crois que pour le DCA, c'était combien par semaine que tu mettais? C'était 1 000 € par semaine. Ouais. Et sur un an. Voilà, sans se poser trop la question. Et du coup, je pense que c'est ce qu'il faut faire pareil, non? Alors, là, ça va être quand même un peu différent parce que si tu veux, il y a une question de métrique. Moi, par exemple, j'avais fait ces stratégies à l'achat parce que j'avais estimé que le bull run, il allait être, moi quand j'ai commencé, on était en novembre 2022, juste après l'affaire FTX. Je savais qu'il y avait au moins un an avant qu'on commence vraiment à être dans le bull run, ou en tout cas que dans un an, il serait à peine commencé. Ouais. Je savais que le catalyseur, c'était à la fois les élections américaines et également le halving qui devait arriver en 2024. Donc je me suis dit voilà, je commence fin 2022, j'aurais fini fin 2023. Ouais, normalement en termes de calendrier, je suis bon. J'avais vu la somme que je voulais mettre, je l'avais divisé par le nombre de semaines et c'est comme ça que j'en étais arrivé à cet objectif. Maintenant, quand vous vendez, c'est un peu différent. Vous pouvez pas vendre juste 1000 par semaine, ça sera pas assez, ou en tout cas, ça dépend de votre portefeuille. Je peux pas avoir exactement la même stratégie. On va dire qu'on va avoir deux choix principaux. C'est soit de vendre en fonction du moment où vous allez arriver sur certains paliers. Par exemple, sur le Bitcoin, je sais pas, imaginons, il arrive à 80 000 $, vous vendez 10% de votre position, par exemple. Puis quand il arrive à 90 000, vous revendez 10%. Puis à 100 000, vous revendez 10 ou 20%. Enfin, vous pouvez le faire de manière linéaire. Vous pouvez fixer des seuils un peu sur une forme de parabole, en mode vous vendez un petit peu au début, puis de plus en plus, puis un peu moins à la fin. Ça peut se faire. Ou alors vous avez la prise de profit régulier, qui correspond un peu plus à ce que j'avais fait quand je suis rentré. Mais là, le problème, c'est de se donner le timing. Alors, comment vous faites? Vous sortez un petit peu toutes les semaines sur les 3 ou 6 prochains mois. Là, c'est un peu plus l'inconnu parce qu'on ne sait pas exactement quand il va s'arrêter. Donc, c'est compliqué dans ces cas-là de pouvoir décider de sortir régulièrement quand on n'a pas cette métrique de avoir à peu près la durée du bull run. Il peut s'arrêter vite, hein. En janvier, février, ça peut être fini, ou alors ça peut pousser jusqu'à juin. Donc c'est assez compliqué là-dessus. Moi, je conseillerais plutôt, si vous faites un DCA à la vente, de faire la stratégie des paliers et de bien définir vos paliers à l'avance et de vous y tenir, tout simplement. Voire si vraiment ça sent le roussi, prendre des décisions des fois un peu dures, parce que forcément si vous vous dites qu'il va aller à 200 000, faut pas commencer à vendre à 150 parce qu'il ira peut-être jamais à 150. Donc faut quand même, si vous faites ça, vous dire que vous commencez à vendre tôt, même toujours vendre trop tôt, c'est mieux que pas vendre du tout. Oui. Et si à un moment donné ça commence à sentir le roussi, vendre un peu plus vite que vous l'aviez prévu. Ok. Donc ça c'est ce qu'on va adopter nous ou pas? Je dis on, mais c'est Julien. Tout à fait. Je pense qu'on va faire toutes les méthodes et je te donnerai nous notre stratégie à la fin. Ouais. Après, je dirais, est-ce qu'on pour faire la deuxième stratégie, ça serait plutôt genre sortir juste ton capital en fait. Qu'est-ce que t'as investi? C'est vrai que ça c'est un peu la deuxième stratégie qui permet quand vous êtes un peu moins
incertain ou un peu moins prudent que dans la stratégie simplement du décès à la vente, c'est de se dire bon, vous avez mis une certaine somme dans les cryptos, c'est peut-être ce qui vous stresse un petit peu parce que peut-être cette somme est importante pour vous, ça représente peut-être plusieurs mois ou années de travail, donc vous vous dites ça serait bien que quoi qu'il arrive je récupère ça et après j'aurai déjà la conscience plus tranquille. Donc c'est le moment où vous décidez simplement de sortir votre capital. Donc en fait, je sais pas, imaginons vous avez mis 20 000 euros dans les cryptos, votre portefeuille il est à 60, vous sortez 20 000, vous laissez 40 travailler. Là, tu les rebascules en USDT, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais même, peu importe, tu les sors soit en USDT, soit en euros, ça on en parlera tout à l'heure. Mais en fait, c'est simplement de sortir son capital. Et maintenant, en fait, c'est ce qu'on appelle un investissement sans risque. Parce que vous êtes sécurisé. Quoi qu'il arrive, vous perdrez pas d'argent. Ouais. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est en gagner. Et probablement que d'un point de vue psychologique, vous pouvez vous sentir plus à l'aise dans ce cas de figure en vous disant, je peux plus perdre, je peux que gagner. Donc, potentiellement, je peux faire des choix qui sont plus malins ou en tout cas moins dictés par mes émotions. Ça, c'est bien pour les profils un peu stressés, tu penses? Ouais, moi je pense que c'est très bon pour les profils stressés et qui ne savent pas ou ne veulent pas perdre de l'argent. Ou un premier bull run, c'est histoire de pas sortir trop mal. Oui, c'est ça, tout à fait. Je dirais que pour, par exemple, les néo-investisseurs qui ont un peu du mal et qui se disent, oh là là, je veux surtout pas perdre d'argent, je serais pas bien à l'idée d'en perdre, ça représente beaucoup d'années de travail, j'aurais pu faire autre chose de cet argent, j'ai des projets avec, etc. Là, c'est le moment, vous le sortez. Comme ça, au moins, vous êtes serein sur le capital que vous aviez mis. Et après, le reste, c'est que du bonus. Ouais. Ça me paraît pas trop mal, du coup. Pour moi, c'est la stratégie la plus sécure. Parce que tu vois, même le décès inversé, en fonction de la valeur de ton portefeuille, ça peut prendre un peu de temps avant que tu arrives à sortir l'équivalent de ce que tu as rentré. Faut s'y tenir, je pense, pour le DCA. Il faut être un peu émotionnellement stable. Ouais, calme, j'allais dire. Vraiment, ne pas trop détaché. se laisser... C'est-à-dire vraiment fixer les points à l'avance et pas se poser trop de questions. Même si la question vient toujours parce que le plan peut se passer pas du tout comme prévu. Ah, puis tu peux vite avoir les morts, en fait, si tu sors pas au climax ou quoi, ou trop tard, ou trop tôt, je sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Ensuite, il y a peut-être une stratégie un peu audacieuse. Oui. Sévère. Alors, je prends tout. C'est ça. Alors, celle-là. Et là, faut bien la viser, celle-là. Celle-là, je l'aime bien, mais bon, je pense qu'elle est techniquement compliquée, en tout cas, surtout pour les débutants. Ouais. C'est celle du reset total. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand vous voyez que en gros, vous êtes patient, vous sortez rien. Quand le marché commence à être vraiment débile, on en parlait tout à l'heure, des grosses bougies vertes journalières, des plus de 30%. Mais là, tu dois être sur ton téléphone tout le temps, je pense. Et c'est ça, c'est que c'est une stratégie qui est chronophage, qui prend beaucoup d'énergie émotionnellement. Donc, faut que vous soyez dans un moment de votre vie ou de vos investissements où vous avez un petit peu de temps et d'énergie à donner aux cryptos. Donc, vous restez. À un moment donné où ça devient débile, vous sortez tout d'un coup. Vous posez pas la question. Vous passez tous vos ordres en même temps. Vous sortez tout. Donc, votre capital, vos plus-values. Vous avez plus rien. Et là, maintenant, vous avez l'esprit un peu plus libre pour vous dire, OK, je suis totalement sorti. Est-ce que c'était le bon moment de vraiment sortir? Parce que moi, par exemple, en 2021, j'ai eu aucun regret quand je suis sorti. Enfin, il y a toujours des cryptos qu'on vend un peu tôt. Il y a toujours des moments où on se dit, j'aurais dû le vendre demain, ou j'aurais dû attendre une semaine, peu importe. Mais je veux dire, j'étais très content de moi quand j'étais sorti. Je me sentais bien, j'étais rassuré, j'étais là, bon, t'as fait la bonne décision, quoi qu'il arrive, t'as gagné de l'argent. Ouais, t'as gagné surtout. Donc, faut pas oublier, on ne gagne que quand on encaisse. Tant que c'est pas sur votre compte, vous avez rien gagné, et ça c'est un gros problème, particulièrement quand on est dans les cryptos. Vous avez toujours les mecs qui ont vu des sommes à 7 chiffres sur leur portefeuille et qui sont redescendus à 5 chiffres 6 mois après parce qu'ils avaient pas pris la décision de vendre en se disant non, là j'ai 1 million, je peux arriver à 10 millions, ce qui est à un moment donné, c'est toujours se souvenir, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Exactement. Donc c'est toujours pareil, à un moment donné de tout sortir, ça permet de vraiment vous dire bon, mais ça y est, j'étais au bout, j'ai investi, j'ai été au bout de l'investissement, j'ai sorti mes plus-values, j'ai sorti mon capital, maintenant qu'est-ce que je fais? Je quitte complètement les cryptos parce qu'au final je trouve que le bull run, regardez, quelques jours après, il y a eu des bougies rouges, on est peut-être là, le marché commence à se retourner, on commence à parler de fin du bull run, etc. Finalement ça vaut pas le coup que j'y retourne, je fais autre chose avec mon capital. Ou je décide éventuellement de réinvestir sur certaines cryptos qui ont un peu de retard, en mode par exemple j'avais du Bitcoin et de l'Ethereum, là ils sont sur des plus hauts stratosphériques, mais il y a d'autres cryptos plus intéressants voilà, des altcoins typiquement qui peut-être n'ont pas encore pété, ou on commence un peu à en parler sur internet, en se dire ce projet-là il est intéressant, et ça vaut le coup à ce moment-là de remettre un petit billet sur le marché. Après, soyez intelligent, remettez pas tout votre capital, c'est risque de
de faire la roulette et de tout reperdre. Vous remettez 20-30%. Gratouiller un petit peu. Voilà, 20-30%, ça vous permettra de avoir encore un pied dans le marché, de pas vous dire que vous êtes complètement sorti, et potentiellement peut-être d'aller chercher d'autres plus-values que vous auriez pas cherché, parce que si le Bitcoin vous l'avez vendu à peu près vers les plus hauts, potentiellement vous avez des altcoins qui vont mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois à exploser de leur côté, avec justement tous les gens qui ont récupéré du cash sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, et ça vous permettra de bénéficier aussi de cet effet de bull run sur ces cryptos secondaires. Là, du coup, ça serait plutôt pour ceux qui sont pas spécialement perfectionnistes et ceux qui ont un peu de bouteille, non, dans les cryptos. Ouais, pour moi, il faut un peu plus d'expérience là-dedans, et pareil, il faut quand même à un moment donné se dire, je sais que je serai capable de vendre. Tu vois, par exemple... de pas rester immobilisé devant le truc à attendre que ça monte. C'est ça. Tu vois, par exemple, cette stratégie-là, c'est pas celle que je vais utiliser. Non, elle a l'air tendue quand même. Mais je pourrais le faire. C'est celle que j'ai fait en 2021. Donc je sais que j'étais à l'aise. Oui, mais justement, je l'ai vu pendant 3 semaines, t'étais là, je sors pas. Et en fait, d'un coup, il a dit, je suis sorti. Oui, mais après, c'est normal, hein. Je pense que même le mec qui est expert, à un moment donné, il se pose la question, je sors pas, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Mais en tout cas, faut être capable de vendre et de pas rester scotché sur le marché, quoi. Après, ce que je trouve intéressant sur cette stratégie-là, et que j'avais essayé de faire en 2021, plutôt bien sur pas mal de coins, c'est de vendre sur les grosses bougies vertes. Vous savez, justement, on en parlait tout à l'heure, quand vous avez ces grosses bougies vertes, c'est des fois le moment intéressant pour vendre, un peu comme on parlait du DCA inversé, c'est que il y a beaucoup d'acheteurs mais aussi beaucoup de vendeurs. Finalement, vous décidez de rentrer dans les vendeurs, vous profitez de cet effet d'explosion à la hausse pour avoir la liquidité nécessaire pour sortir. Et en plus, ça permet des fois de se retrouver pas très loin des ATH quand vous avez un peu de chance. Par exemple, je sais plus, alors je veux pas dire de bêtises, mais sur le premier top de l'Ethereum en 2021, je pense qu'il doit monter à 4100, 4200 $, quelque chose comme ça. Et je pense que j'ai vendu un Ethereum à 4050, un truc ou à 3950. Enfin, vraiment, j'étais à moins de 5% de l'ATH quand j'ai vendu. Donc, j'étais pas mécontent. J'ai pas vendu tous mes ATH à ce prix-là, mais celui que j'avais vendu à ce prix-là, j'étais particulièrement content vu qu'il était juste à côté de l'ATH. Donc, quand vous êtes capable de le faire, ça peut des fois vous faire des très beaux résultats en termes de performance. Ouais, je pense que le but, c'est juste de s'en rapprocher. Personne n'y arrivera. Oui. Enfin, je veux dire, à moins que vous dormez pas, personne... Parce qu'en vrai aussi, on se rend pas compte, mais d'une heure à l'autre, il y a plein de choses qui peuvent se passer, sachant que on a du décalage horaire par rapport aux États-Unis, etc. Donc, à moins de rester tout le temps éveillé, bof. Ah, mais quand le marché est débile, en plus, moi, je trouve quand même qu'avec le temps, la volatilité baisse un petit peu sur les cryptos. Mais par exemple, en 2017, c'est le premier bull run que j'ai fait. Dans la même journée, tu pouvais avoir à moins 15 le matin et un plus 1 l'après-midi. Ouais, c'est pour C'était zinzin. Vraiment, tu voyais des trucs, ça n'avait aucun sens. Et là, fallait avoir les tripes accrochées et surtout n'avoir aucun effet de levier. Encore aujourd'hui, je le dis, pas d'effet de levier dans les cryptos, mais surtout à l'époque, fallait surtout pas en avoir. Ouais. Dernière technique, elle est un peu à l'inverse de sortir son capital, enfin l'inverse. Je dirais sortir ses plus-values. Genre tu laisses juste ton capital et tu le refais. C'est ça. Pour moi, celle-là, elle s'inscrit à celui qui a vraiment bien géré ses points d'entrée, qui a des très grosses plus-values aujourd'hui. C'est-à-dire que là, à l'instant T, même si le Bitcoin il va pas à 100 000, le mec il est déjà en 200, 300, 400% de plus-value et il se dit bon, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà gagné énormément d'argent sur le papier parce que j'ai pas encore vendu, mais sur le papier j'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais? Ça serait quand même malin d'en sortir une partie. Je sais pas trop quoi faire. Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se dire bon, mais je sors toutes mes plus-values. Ça représentera peut-être 60-70% de la position. Et je remets un peu de mon capital. Non, je laisse mon capital tourner en mode voilà, j'ai déjà sauvé ce que j'avais besoin de sauver. Maintenant, on laisse le reste un peu travailler. De toute façon, le capital que j'ai mis dans les cryptos, j'en ai pas besoin. Il a vocation à rester à terme sur cette classe d'actifs, donc je fais cette stratégie-là. D'un point de vue du mindset, tu penses qu'il faut faire gaffe un peu avec la frénésie je vais devenir millionnaire, tu vois, grâce aux cryptos. On vous l'a mis dans le titre, mais en réalité, faut pas trop compter dessus non plus. Oui. C'est un bon levier, mais c'est pas ça qui vous rendra péter de thunes, quoi. Bah, tu vois, par exemple, on n'a pas eu le débat avec Hugues qu'on avait reçu sur le podcast il y a quelques mois maintenant, mais ça aurait pu. C'est que de ce qu'on en avait dit, moi honnêtement, je pense pas, hors vraiment cas exceptionnel. En tout cas, sur ce bull run-ci, je ne pense pas qu'on peut devenir millionnaire avec moins de 100 000 euros, honnêtement. Je ne le pense pas. D'investi, tu veux dire? Oui. Parce que si t'as mis 100 000 euros, tu fais un x10. Un x10, c'est déjà énorme. Ouais, je veux dire sur tout un portefeuille.
Un x10 sur une Moi, crypto. je m'attends à un x3 pour... Alors, peut-être c'est moi qui suis peut-être pas ambitieuse, mais en vrai, je me dis, ça serait cool. Moi, c'est juste ce que j'avais dit, en tout cas, sur notre allocation de portefeuille, j'avais dit, x3 pessimiste, x5, x6 très optimiste. Oui. Donc, le médian, il est à x4, x4,5 à peu près. Et, non, du coup, pour en revenir à ce que je disais, des x10 sur une crypto, vous en verrez, mais des x10 sur tout un portefeuille bien équilibré, vous en verrez quasiment pas. Tout simplement parce que quand vous avez un portefeuille bien équilibré, vous êtes finalement sur la capitalisation du marché. Donc ça veut dire que votre portefeuille, un peu comme quand vous avez un ETF Nasdaq, il va suivre tout simplement l'évolution de l'indice. Donc là, vous allez suivre l'évolution de la valorisation totale du marché des cryptos. Donc à moins que la valo explose et que tout le marché fasse x10, ça va être compliqué si vous avez un portefeuille diversifié de faire x10. C'était plutôt ça que je disais. Et Hugues était... alors il l'avait dit rapidement, hein, mais j'avais senti qu'il était pas d'accord avec ça quand on avait fait l'épisode ensemble. Je pense quand même, en tout cas moi ça reste ma conviction que c'est le cas. Peut-être qu'il y a un mec qui a mis 10 000 euros là en 2022 et qui a 300-400 000 euros aujourd'hui, mais je pense pas qu'il doit y en avoir des masses. Ouais, puis comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'avec les années, ça fait quand même moins l'effet waouh qu'au tout début, tu vois. Bah c'est normal parce que le marché il est vieilli aussi. Oui, complètement. Mais même, je sais pas, t'as acheté un Ethereum. Moi, je me souviens en 2017, je sais plus, mais je crois qu'au début de l'année 2017 ou en tout cas dans l'année 2016, je peux encore acheter un Ethereum à 10-15 $ et puis je sais plus, il monte à 250 ou 400. Là, j'avoue, je vais pas dire de bêtises, j'ai plus les chiffres de tête, mais c'est zinzin, il fait plus x50 quoi. Donc là, potentiellement, tu t'étais pas posé la question, t'avais fait un portefeuille 50% Bitcoin, 50% Ethereum, t'as pu faire un x30 sur ton portefeuille en bull run. Là aujourd'hui, c'est plus possible. Ça n'arrivera pas. Ok, ouais. Donc par rapport au mindset, t'as d'autres conseils à donner? Ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur de vendre trop tôt, et ça vraiment c'est compliqué. Mais partout, hein, que ce soit, ça c'est des cas que vous pouvez avoir en bourse, que vous pouvez avoir même dans l'immobilier des fois quand vous avez comme ça des investisseurs qui veulent pas lâcher leurs biens parce qu'ils pensent qu'en réalité le marché leur est profitable et qu'en réalité plus il reste, plus ils vont engranger de la plus-value. Je pense quand même que en gros, le gros de la viande, c'est-à-dire la plus grosse plus-value que vous avez, en général, je pense qu'elle arrive rapidement. C'est rare que vous ayez un effet en mode, hop, vous faites, je sais pas moi, plus 50% de plus-value, puis boum, vous ferez 350% de plus-value à la fin. C'est rare, je pense quand même qu'en général, vous allez prendre vos 300-400% de plus-value au début, et après à la fin, c'est là où vraiment, si vous restez jusqu'au bout et que vous vendez au bon moment, il reste un 100-200% de plus. C'est un peu la vision que j'en ai, et je pense que c'est la vision qui est saine, parce qu'il faut se dire que voilà, à un moment donné, vous allez vendre pas au bon prix, trop tôt, forcément, mais au moins vous aurez vendu. Et n'oubliez pas que quand vous allez vendre, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont rester collés et qui vont se taper 4 ans de moins-value latente. Ouais. Au fait, du coup, toi, tu te sens comment par rapport à la sortie du bull run et comment c'est pas t'appréhendes, mais comment tu penses que ça va se dérouler pour toi? Alors, moi, au niveau de la stratégie qu'on va utiliser sur notre portefeuille crypto. Oui, le nôtre, moi, je fais pas grand chose à part regarder en mode, c'est vert. Et me dire, ça fait combien aujourd'hui? Donc, au niveau de moi, de la stratégie que je vais utiliser, ça va être plus ou moins un décès à la sortie en mode sur certains prix que je me suis fixé. Je vais décider de vendre. Par exemple, je sais que si le Bitcoin il arrive à 100 000, je pense que j'aurais vendu au moins, non pas la totalité, mais en fonction de la vitesse à laquelle il y va et de la gueule des graphes quand il ira aux 100 000, il y a moyen que j'ai déjà vendu 50% de notre position en Bitcoin aux 100 000. Ça veut pas dire que j'aurais vendu tous nos altcoins, etc. Mais en tout cas, sur le Bitcoin à lui-même, quand il sera aux 100 000, j'aurais déjà vendu une bonne partie. Maintenant, si ça se passe un peu différemment, en mode, je sais pas, moi, il monte jusqu'à 95 000 et après ça se passe pas bien, ça fait un soufflet, je peux vendre tout d'un coup et faire la même stratégie que j'avais fait en 2021. En revanche, quand je vais quand même essayer de sortir, je vais quand même regarder et essayer de timer un peu le marché au cours des journées quand j'aurai un peu de temps et de plutôt vendre vraiment quand je vois des grosses bougies vertes plutôt que des petites bougies rouges. J'arriverai à un petit peu arrondir notre sortie en faisant ça. Toi, tu vas regarder là à partir de maintenant plusieurs fois par jour les graphes et tout? Oui, oui. En vrai, je regarde plusieurs fois par jour depuis plus d'1 an, donc même si des fois on s'ennuie un peu. Par exemple, honnêtement, genre les mois de juin, juillet, août, septembre, on s'est ennuyé, mais vraiment ennuyé. Genre je regardais tous les jours, il se passait rien. Alors si des fois on avait surtout beaucoup de rouge, très peu de vert, et en général c'était moins 10%, plus 3. Ah ok.
moins 0,3, plus 0,5 pendant une semaine, puis à nouveau ça faisait moins 10, plus 3. Ah ok, on s'ennuyait, il se passait rien. Bref, c'était normal, c'était l'élection américaine qui était un peu le catalyseur, donc on l'attendait, maintenant on l'a eu. Encore une fois, si le Bitcoin il va à 200 000, je serais pas étonné, mais j'attendrais pas 200 000 $ pour vendre. Et au niveau de la temporalité, là, tu penses que... Alors, parce que, par exemple, toi, t'attends sur Ripple le 20 janvier, et je pense du coup... Non, quand je dis Ripple, j'attends pas... En fait, si tu veux, les marchés, ils sont toujours en anticipation. Du coup, je disais le 20 janvier en rigolant, parce que c'est la date où Trump prend le contrôle de l'administration. Mais si tu veux, si le marché price que Gary va partir et que les procès vont s'arrêter, à partir du moment où le marché en est convaincu, il peut en être convaincu dans une semaine, comme il peut en être convaincu dans 6 mois, tu vois. Ouais. Ça, tu peux pas savoir. Donc je vais pas attendre le 20 janvier spécialement. C'est juste que je pense quand même que d'un point de vue crypto, tu as des annonces qui vont arriver dans les semaines qui viennent en mode potentiellement moins de procès, une réglementation plus favorable. Là par exemple, ce qui drive un peu le Bitcoin les derniers jours, c'est que il y a une sénatrice républicaine qui a annoncé qu'ils allaient faire passer une loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Donc potentiellement, les États-Unis vont commencer à être acheteurs. Et ça en fait, c'est super positif pour le marché. De un, parce que forcément, ça fait un gros acheteur institutionnel qui achète. Ouais. Et surtout, faut pas oublier que le gouvernement américain est l'un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde. Donc, potentiellement, un des plus grands vendeurs en période de Bitcoin, ça peut être l'État américain. Et potentiellement, Kamala Harris, elle aurait pu dire, bon, ben voilà, le prix du Bitcoin, il est élevé. Je suis pas anti-crypto, mais c'est le moment de vendre une partie de notre réserve, de nos réserves de Bitcoin qu'on a saisies, au fur et à mesure de nos affaires judiciaires. Parce que là, juste pour les novices un peu comme moi, il y a qu'une quantité de Bitcoin qui est dispo sur le marché. Oui, tout à fait. Il y a pas de création à chaque fois. Si t'as une petite inflation, mais c'est une... Et le halving à chaque fois, il vient Oui, c'est-à-dire que le modèle du Bitcoin, c'est un modèle désinflationniste, mais pas déflationniste. Il faut bien faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire que le Bitcoin, il y a de l'inflation, vu que t'as de la création de Bitcoin tous les jours. Alors, j'ai plus exactement la vitesse, je pourrais pas là te dire de tête, par exemple, en jour ou en semaine ou en mois, combien il y en a des nouveaux sur le marché, mais il y a une partie de la rémunération des mineurs, donc de ceux qui font les transactions, fonctionnent les transactions en Bitcoin, qui ont de la création de nouveaux bitcoins. Mais ce rythme baisse au fur et à mesure que tu as les halvings, jusqu'au moment, alors je crois que c'est en 2150, je crois qu'on arrivera plus ou moins à la fin de la création du dernier bloc de bitcoin. Okay. Donc en revanche, on sait déjà le nombre maximum qu'il peut en avoir, c'est 21 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système d'inflation, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus dispo sur le marché, mais plus ça va avancer, moins t'en auras des millions. En mode là, t'as déjà 18 millions. Okay, ouais. Là, sur le marché, t'en as déjà 18 millions. Puis comment ça fait la courbe en maths, là? Ouais, c'est ça, c'est une courbe, c'est une racine carrée, en fait. C'est ça. Donc, en fait, on arrive à un moment donné où, là, on a déjà 18 millions sur le marché aujourd'hui. Donc, tu vois, on est déjà à 80% des bitcoins qui circulent. Ok, ouais. Okay. Donc, ça veut bien dire qu'il y a de l'inflation, mais cette inflation va être amenée à baisser. Et ça, c'est à distinguer de la déflation qui est la disparition du nombre de bitcoins. Mais ça, pour l'instant, on n'y est pas. Ok. Dis-moi, du coup, quand on sort, on va peut-être faire un petit point fiscalité. Comment est-ce qu'on sort? Et est-ce qu'on sort en euros, en USDT? Est-ce que flat tax pour la flat tax? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse? Je pense pas qu'on va faire... Enfin... Il y aura trop de choses à dire dans cet épisode pour renchaîner là-dessus, mais qu'est-ce que tu conseilles? Alors, si vous vendez, la fiscalité, je pense que vous devez la connaître, c'est la flat tax, tout simplement. 30%. Vous payez 30% sur vos plus-values. Ça amenait peut-être à bouger l'an prochain, là, sur leur histoire de projet de loi. À 33, on en a pas reparlé, mais bon, pour l'instant, ça avance pas trop. On attendra d'avoir le projet de loi définitif pour savoir quelle sauce on sera mangé l'an prochain. Mais voilà, si vous vendez, que vous convertissez en euros ou en dollars, vous devrez payer la fiscalité. Maintenant, si vous la laissez en altcoin, donc typiquement de l'USDT, de l'USDC, j'ai vu que Tether, il a créé un EURT, donc EURT, c'est comme ça que le coin s'appelle sur les plateformes. Ça vous permet moi je vais en mettre une partie dessus parce que si je me mets en USDT, j'ai quand même de la variation du dollar par rapport à l'euro sur notre patrimoine, donc je préfère mettre une partie quand même en euros numériques.
qui existe déjà, qui est déjà disponible sur pas mal de plateformes. Ça permet de se protéger un peu de la variation des monnaies. Néanmoins, si je fais ça, pour l'instant, on n'est pas fiscalisé. Ça peut aussi évoluer. On n'est pas à l'abri qu'il fasse passer un projet de loi en mode à partir de 2025, quand vous convertissez vos cryptos en USDT, vous devez quand même payer la plus-value parce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Ils en ont déjà parlé plusieurs fois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une stratégie. Moi, je sais que je vais pas tout laisser non plus en USDT. Le but, c'est quand même de sortir une partie de ce qu'on aura eu de plus-value et de les réinvestir dans d'autres classes d'actifs, par exemple de l'immobilier. Et je ne laisserai pas tout en token, et sur le marché crypto, je vais en sortir en euros. Tant pis, on paiera la flat tax, mais ça permettra quand même de réinvestir dans d'autres classes d'actifs. Okay. Et c'est éventuellement ce que je vous préconise de faire. Ça, c'est un débat intéressant que j'ai eu avec un ami pas plus tard que la semaine dernière, où lui me disait que non, il sortirait tout ce qu'il va gagner en crypto, il le laisserait en USDT, il le ferait plus ou moins travailler sur les différents blockchains qui permettent d'avoir du earning et ce type de rémunération, qu'il allait faire du 7-8% par an. Alors bon, moi personnellement, je le trouve ambitieux ce rendement. Je pense que le vrai rendement, ça doit être un peu celui plus ou moins des taux de la Banque centrale américaine, donc on doit être plutôt autour de 4-5% en réalité. Et qu'il allait attendre le prochain bull run, et que potentiellement du coup au prochain bull run, ben là il aurait beaucoup plus de capital et que du coup il pourrait faire des beaucoup plus grosses plus-values. Je lui ai dit que c'était pas ce que je lui recommandais, c'était pas comme ça que moi je voyais les choses, parce que quand on fait des gros gains dans une classe d'actifs, c'est intéressant pour pas faire de bêtises de justement aller dans d'autres classes d'actifs, le diversifier, mais surtout aller faire des opérations en mode, je sais pas moi, tu te lances dans l'investissement, t'as épargné 10 000 euros, tu les mets dans les cryptos, tu sors 50 000. Avec 50 000, autant avec 10 000 euros, tu faisais pas grand chose dans l'immobilier, mais avec 50 000 euros, tu fais beaucoup plus. Donc potentiellement, maintenant que tu as 50 000 balles, tu peux en mettre une partie dans l'immo et investir dans des immeubles, dans des appartements, commencer à te faire un parc, commencer à lever de l'effet de levier aussi. Parce que là, du coup, on est fin 2024 et ça a pris littéralement, c'était mars ou avril 2021, je me rappelle plus. De quoi? Le bull run avant. Le dernier, c'était en 2021. Donc ouais, là, mais avril ou mars, enfin, ça a pris quand même plusieurs années avant que ça revienne. Le cycle, c'est à peu près 4 ans. Est-ce que, du coup, un DCA réinvestir pendant autant d'années, je sais pas, mais effectivement, c'est pas plus mal. Je pense que c'est pas intéressant. Tu vois, moi, c'est ce que j'avais fait en 2021, c'est qu'en 2021, j'ai sorti une partie en avril, l'autre partie en mai. Et après, j'ai plus investi jusqu'à novembre 2022. Donc, tu vois, je suis resté 1 an et demi en dehors du marché. Et à partir de là... Et t'as fait d'autres choses avec les sous t'as pris. Et par contre, effectivement, on a fait d'autres choses. Ça nous a permis, même si, tu vois, on n'a pas forcément tout sorti, on en avait laissé sur les plateformes, histoire de se dire que si jamais il y a une opportunité, on y était. Mais c'était surtout aussi un intérêt de se dire que si on avait vraiment un besoin, on avait des liquidités en fait dans nos opérations immobilières. Ah oui, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé forcément d'encaisser, d'aller tout mettre sur notre livret A, sur notre compte bancaire, de payer la fiscalité. Tu peux très bien te dire bon, je peux me permettre que tout ce que j'ai dans mes livrets A, je les fous dans l'immobilier. En réalité, si vraiment à un moment donné j'ai une galère et que j'ai besoin de ma liquidité, je peux toujours aller chercher mon USDT, le passer en euros et faire un virement dans ma banque. Mais tant que je l'ai pas fait, potentiellement je peux le laisser en USDT, j'ai pas besoin de payer la fiscalité, tu vois. Ouais, clairement. Ok, bon, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes, ça nous fait plaisir, à liker, vous abonner et à nous écrire si vous avez des questions, c'est toujours un plaisir. Ouais, je rajouterais peut-être 2 petites choses pour terminer. Il est vraiment trop chiant. Je sais même pas combien de temps on est là sur l'épisode. 49. C'est simplement de quand même, c'est toujours intéressant de le dire, mais d'éviter de la cupidité excessive. Je sais que c'est des choses, ça peut paraître bateau, mais si vous faites bien les choses, vous allez gagner pas mal d'argent avec un bull run crypto. Mais ne commencez pas à faire des erreurs bêtes, de pas vouloir vendre. Et vous connaissez tous l'histoire du mec qui est monté à 500 000 euros, puis qui est redescendu à 400, puis après il était à 300, puis à 300 il s'est dit ah mais non, j'étais à 500, je peux pas vendre, du coup il redescend à 200, etc. Et à la fin il a rien gagné. Malheureusement c'est des histoires qui arrivent, j'en connais autour de moi, à qui c'est arrivé sur des précédents bull runs. Je connais aussi des investisseurs à qui c'est arrivé en bourse. Parce que des fois sur une action vous pouvez faire un x20 et puis si vous vendez pas ça redescend. Donc c'est des choses qui arrivent et je pense que quoi qu'il arrive, vendre le plus tôt
encaisser de la plus-value, c'est vraiment une bonne manière d'éviter de, entre guillemets, de reperdre toute sa plus-value latente qu'on avait à un moment donné. Et par contre, se préparer que ça risque de swinger un peu et que un bull run, certes, ça monte très fort, mais ça peut quand même rebaisser rapidement aussi et qu'il faut pas être étonné si à un moment donné on se prend des journées à moins 20% aussi. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.